Bonsoir, vous êtes toujours sur France 3 Alsace. Merci à ceux qui restent avec nous pour poursuivre cette soirée consacrée aux élections législatives anticipées. Merci à ceux qui nous rejoignent évidemment. Une soirée préparée en collaboration avec notre confrère Antoine Ballandra de France Bleu Alsace. Bonsoir Antoine. Bonsoir, et on s'intéresse à présent à la 5e circonscription du Bas-Rhin, circonscription longtemps détenue par la droite et le centre, et depuis 2022 par Charles Zitzenstuhl, député sortant Renaissance, qui se présente à sa réélection. Ce soir, face à lui, 4 autres candidats en lice pour cette circonscription du centre Alsace. Vous allez ainsi pouvoir débattre, confronter votre vision pour les années à venir et vos programmes. 5 candidats donc pour cette 5e circonscription présents avec nous. On va démarrer les présentations par ordre alphabétique avec vous, Léo Couteau. Vous êtes candidat Les Républicains. Bonsoir. Thomas Estève, vous êtes engagé avec le Rassemblement national. Bonsoir. Et puis Marc Ruhlmann pour le PS et le Nouveau Front Populaire. Bonsoir. Charles Zitzenstuhl, vous êtes député donc sortant pour Renaissance. Bonsoir. Et enfin, Sarah Weiss-Mosmer, candidate pour le parti régionaliste Unserland. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Passons maintenant à la description de cette circonscription. Cette 5e circonscription du Bas-Rhin donc se situe en Centre-Alsace. Elle comprend Erstein, Bar, Sélestat, Markolsheim ou encore Villers, une circonscription qui compte au total 135 000 habitants. Oui, une circonscription avec un faible taux de chômage de 4,8%, un des plus bas du Bas-Rhin, et un taux de pauvreté de 8,6%, pareil, un des plus bas du département. Alors pour finir cette présentation, voici la liste complète de tous les candidats de la circonscription. Ils sont au nombre de 8. Voilà, et pour démarrer ce débat, on va regarder ensemble les résultats des dernières européennes. Regardez, la liste de Jordan Bardella obtient 36,9% sur la circonscription. Et si on rajoute les résultats de Reconquête, on atteint plus de 42% des voix pour l'extrême droite. On va commencer avec vous, Charles Zitzenstuhl. Comment vous expliquez cette percée du RN aux européennes sur votre territoire ? Bon, écoutez, c'était pas une surprise, parce que moi, ce que j'entendais depuis des mois en Centre-Alsace, c'est effectivement qu'il y avait un ras-le-bol qui montait, il y avait un mécontentement, qu'il y a aussi l'usure du pouvoir qui joue, cette année que le président de la République est en place, qu'il y a des décisions qui ont profondément heurté. Je pense notamment au 49.3 sur la réforme des retraites, dont on parle toujours, et puis qu'il y a pu y avoir sur certains sujets des changements de pied. Donc je pense que le cocktail de tout ça a amené à ce vote des élections européennes qui a été un vote sanction. Donc vous reconnaissez qu'il y a eu de grosses erreurs de la majorité présidentielle il y a ces années, notamment le 49.3. Tout n'a pas été parfait au cours des 2 dernières années. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été très bonnes, notamment sur le plan de l'économie. Vous avez rappelé le taux de chômage, mais effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été parfaites pendant 2 ans. Charles Zitzenstuhl, vous, pour parler un petit peu de votre campagne, de votre affiche notamment de campagne, vous n'indiquez à aucun moment que vous faites partie de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. C'est parce que vous ne l'assumez plus ? Ah, pas du tout. Enfin, moi, je suis réinvesti par la majorité. J'ai siégé au sein de la majorité. J'ai toujours été très clair. Moi, j'ai toujours fait des campagnes, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai toujours fait des campagnes en cherchant à rassembler au maximum. Et je pense que dans le moment, face aux extrêmes qui sont en croissance importante, il faut pouvoir rassembler au-delà de sa famille politique, que ça soit vers la droite, que ça soit vers le centre. Ce n'est pas la première fois sur mes campagnes. Voilà. Et de toute façon, politiquement, les gens savent où je suis. Je suis un homme de droite. Je viens de la droite républicaine, de la droite modérée. Ma suppléante est une démocrate chrétienne. Elle vient du centre, voilà, et nous fonctionnons comme ça. Donc les gens sur l'échiquier politique savent exactement où je suis. Thomas Estève, vous avez 23 ans. Je crois que vous venez du sud-ouest, c'est ça ? Je suis né à Carcassonne. Vous avez été naturalisé alsacien, c'est possible ça ? C'est possible. Je défends l'Alsace beaucoup plus que certains Alsaciens, et j'en suis même très fier. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été un peu parachuté, si je puis dire, Je pense que ça fait de nombreuses années que je suis en Alsace. Le parachutage n'a pas lieu d'être. Sur la circonscription ? Sur la circonscription de Sélestat ? Il n'y a pas de parachutage qui a été fait, et j'en suis même très fier. Je suis un Alsacien de cœur et d'adoption, et je défends l'Alsace beaucoup plus que certains Alsaciens, et je le répète. Nous sommes le seul... Vous habitez sur la circonscription aujourd'hui J'habite sur la circonscription. C'est votre première campagne Sur la circonscription, oui. C'est ma première campagne. Et en politique ? En politique, non.
Non. J'ai déjà été candidat suppléant aux législatives en 2022 de Nathalie Aubert sur la 2e circonscription du Haut-Rhin, mais pour mes raisons étudiantes, que j'étais étudiant à l'époque en droit à l'IUT de Colmar, et après en licence pro assurance banque finance, et par la suite je suis revenu au centre Alsace. Marc Ullmann, vous êtes socialiste, vous êtes soutenu, vous êtes le candidat du nouveau Front populaire. Est-ce qu'être soutenu par la France insoumise, finalement, qui fait partie de ce nouveau Front populaire, vous gêne ? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, pour ne rien vous cacher. Après, ce qu'il importe de dire, c'est que face au péril qui se présente à nous, une Assemblée nationale qui risque d'être sous la coupe d'un parti qui peut avoir à lui toute seule la majorité, et avoir une coalition au pouvoir qui s'est rassemblée sur un contrat de législature, avec des choses qui sont très précises, qui sont très claires, avec une France insoumise qui voit son hégémonie, on va dire, réduite. Je pense très sincèrement que le risque n'est pas du côté de Vous savez que ce n'est pas un bastion de la gauche, cette circonscription. Vous y croyez malgré tout ? Tout à fait. Je veux dire, si on regarde les résultats des européennes, alors même si chaque élection a sa propre logique, mais en tout cas, on peut y trouver motif d'encouragement, et je crois que la victoire est possible. Marc Ullmann, excusez-moi, j'ai noté votre sémantique. Vous parlez d'hégémonie, de risque en parlant de la France insoumise. Vous ne vous sentez pas complètement à l'aise avec cette idée-là, quand même ? Pas du tout. Non, mais c'est un argument qu'on nous oppose très souvent. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce risque-là, qui a peut-être pu exister à une certaine époque, aujourd'hui n'existe pas, puisque les forces ont été très largement rééquilibrées dans la coalition que nous formons avec les 4 partis de gauche. Léo Couteau, vous êtes un enfant du cru, première candidature, première expérience politique. Vous avez souri tout à l'heure quand Charles Zitzenstuhl parlait d'un homme de droite. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça aujourd'hui ? C'est bien beau de dire on vient de tel endroit. Maintenant, je pense que ce qui compte, c'est quelle valeur on veut porter aujourd'hui. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis de la droite républicaine, actuellement, pas il y a 10 ans. Et moi, ce que je souhaite porter, c'est vraiment des idées, que ce soit sur les questions de sécurité, que ce soit sur un certain nombre de questions aussi de justice. On pourra en parler peut-être plus tard. Mais je crois qu'il faut une droite républicaine, à la fois sur ce territoire et à l'échelle nationale, parce qu'aujourd'hui, on a des blocs qui, à mon avis, ne pourront pas répondre aux enjeux de l'avenir. Alors oui, je me suis engagé vraiment par conviction. Je ne suis pas un homme politique de base. Moi, je fais de la vidéo, mais j'ai voulu m'engager pour les idées. Et aujourd'hui, moi, je suis prêt à mener cette campagne jusqu'au bout. Dans un contexte d'implosion totale des Républicains, est-ce que vous n'avez pas peur d'être dégoûté rapidement de la politique dans ce contexte-là ? Donc, vous savez, je crois qu'il n'y a pas simplement un parti politique. Alors oui, il y a effectivement les Républicains, où on a eu un spectacle assez désolant, il faut le dire. Vous regrettez l'accord d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national ? Oui, parce qu'en réalité, en fait, c'est de l'opportunisme. C'est au même titre que l'opportunisme pour aller chez Emmanuel Macron. C'est finalement la même chose. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite porter... Vous pensez que les LR peuvent survivre sans alliance ? Je pense que les Républicains, la droite républicaine, c'est là que je précise, il y a aujourd'hui plein d'élus locaux qui se battent sur le terrain, des maires. Et c'est eux qui peuvent réellement défendre cette droite républicaine. Le parti, il faudra le refonder, il faudra faire plein de choses. Mais moi, je ne crois pas que simplement les 3 blocs peuvent permettre un bel avenir pour notre pays et l'avenir politique. Oui, Thomas, ça vous voyez sourire, vous n'êtes pas d'accord évidemment. Pour vous, l'accord avec les Républicains va de soi ? Il faut être réaliste. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on y est. Et l'ensemble des Français sont en accord avec nous. Il faut être derrière les valeurs républicaines. Nous sommes le seul parti aujourd'hui qui pouvons faire avancer le pays. Je pense que même Aurélien Pradier a dit que les LR étaient morts. Avec tout le respect que j'ai pour les Républicains et qu'on appelle, bien sûr, à voter le 30 juin prochain et le 7 juillet, il faut continuer cette alliance pour avoir un gouvernement d'union nationale. Charles Zitzenstuhl, cette guerre à droite, vous qui vous revendiquez comme un enfant de droite Mais moi, je suis un homme de droite, je suis un gaulliste. Moi, je me suis engagé à l'âge de 17 ans à l'UMP, j'ai ensuite été au LR. Comme Léo Couteau, j'ai suivi Bruno Le Maire en 2017 lorsqu'il est parti au ministère des Finances, et je fais partie au sein de la majorité, on va dire de la partie de droite de la majorité présidentielle. J'ai, sur les sujets d'autorité de l'État et de sécurité, des positions de grande fermeté. Je n'ai pas eu de difficulté à le dire pendant 2 ans. J'ai pris une certaine liberté de parole aussi sur ces sujets, parce que je sens qu'au sein de la société, parce que ce sont aussi mes valeurs, je pense que... Est-ce que vous tendez la main bien sûr, aujourd'hui à Léo Couteau ? Et bien sûr, mais bien entendu, moi j'ai appelé pendant 2 ans à ce que nous travaillions ensemble
avec les Républicains et la majorité. Et moi, j'appelle l'ensemble des électeurs de la droite républicaine du centre Alsace à rejoindre ma candidature dès le premier tour, parce qu'on voit bien que dans cette élection-là, face à la montée très importante des extrêmes, il faut voter utile dès le premier tour. Mais est-ce que vous regrettez du coup la candidature de Léo Mais non, Couteau, mais qui est chacun juste est à votre côté, chacun est libre de se présenter. Je pense que ça se sent dans ce que j'ai dit. Moi, j'appelle à ce que nous travaillions avec les Républicains depuis 2 ans. C'est un parti avec lequel j'ai encore beaucoup de liens. Je connais la plupart de ses élus et de ses parlementaires. Et je pense que nous devons travailler ensemble, la droite républicaine, le centre droit et le centre. Excusez-moi, Alors, une réponse rapide, est-ce Léo que vous Couteau. trouvez que l'attitude qui a été celle du président de la République de dissoudre dans cette situation, est-ce qu'on peut considérer que c'est quelque chose de responsable au vu du contexte, au vu des Jeux Olympiques qui arrivent ? Excusez-moi, mais je ne vois pas aujourd'hui cette force un peu de responsabilité et le fameux discours juste de dire bon, bah, il y a les extrêmes, donc il faut voter pour nous. Je trouve ça très simpliste comme raisonnement, mais après... Alors, Charles Zitzenstuhl vous répond et ensuite on va Je réponds entendre Sarah très Weissman. rapidement. On n'a pas encore La décision de dissolution, c'est la décision du président de la République. Voilà, maintenant nous sommes en campagne. Moi, déjà en 2022, sur ce même plateau, j'avais appelé l'ensemble des électeurs de droite, républicains et majorité, à s'unir derrière moi. Donc je fais campagne en cohérence avec ce que j'ai toujours été politiquement. Sarah Weissman, c'est la 2e fois que vous vous présentez sur cette circonscription. C'était il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé cette fois ? C'est encore le débat sur la question de l'Alsace et du Grand Est ? C'est évidemment le débat sur la question alsacienne qui reste pour nous la priorité. Et je pense qu'on est les seuls à avoir une opinion constante sur le sujet. De dimanche 9 juin dernier, vous vous êtes dit ça y est, je repars ou... C'était mon anniversaire en plus. Il m'a fait un sacré cadeau, Monsieur Macron. Hein. Lors de sa conférence de presse, on précise qu'Emmanuel Macron a relancé la possibilité, en tout cas pour les citoyens, de participer à des référendums d'autodétermination. En quelque sorte, pour vous, ça a été un cadeau d'anniversaire, c'est ce que vous dites. Le référendum d'autodétermination. La dissolution. C'était la dissolution. Oui, La dissolution. Et ensuite, lors de sa conférence de presse, il a annoncé ça. Oui, alors, on n'y croit pas, hein, évidemment. Chez Hohenzollern, on sait bien que tous ces discours-là ne sont qu'électoralistes. Et le seul parti qui est capable de défendre les intérêts des Alsaciens, c'est Hohenzollern. On va envoyer à l'Assemblée des partis nationaux, jacobins, qui sont aux ordres de Paris. Vous avez beau tous vous revendiquer alsaciens, défenseurs de l'Alsace, en réalité, tout ce que décidera Paris, vous ne ferez que l'acquiescer. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, l'économie du territoire. On vient de le voir, la circonscription affiche un taux de chômage assez faible. On se dit qu'économiquement, elle semble bien aller. Et pourtant, elle a voté massivement pour l'extrême droite aux européennes. Marc Ruhlmann, ça cache quoi ? Ça cache des fins de mois difficiles, même pour une circonscription plutôt aisée ? Alors, ce que je voulais d'abord dire en préambule, c'est que la prospérité de ce territoire, on la doit d'abord à l'investissement à la fois des chefs d'entreprise, mais également des salariés qui œuvrent au quotidien pour créer de la richesse, indépendamment de tous les gouvernements qui peuvent se succéder. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est que ces bons chiffres, en fait, cachent un certain nombre de disparités. Car nous avons aussi dans notre circonscription des poches de pauvreté. Nous avons aussi dans cette circonscription des secteurs très difficiles où les fins de mois sont difficiles. Et je pense que de ce point de vue-là, notre proposition, une de nos propositions phares, qui est l'augmentation du SMIC à 1 600 €, est quelque chose qui est très attendu par une partie de la population, car les fins de mois peuvent être également très difficiles. 1 600 €. 1 600 €, est-ce que c'est vraiment supportable pour les finances publiques ? C'est la question qu'on se pose en voyant cette proposition. C'est la question qu'on nous pose toujours. Évidemment, cette mesure, elle peut être financée parce que nous avons eu l'occasion de réfléchir sur ces questions. On sait qu'il y aura un fonds de péréquation qui sera mis en place, qui permettra qui sera en partie alimenté par les grandes entreprises qui dégagent énormément de profits, on le sait, et qui permettront de venir en soutien aux plus petites et moyennes entreprises. Donc, je veux dire, ce financement, il est prévu. Et c'est vrai que c'est, l'argument qu'on nous met toujours en avant lorsqu'il s'agit de progrès social, de dire que c'est pas le moment et que l'économie ne pourra pas le supporter. Le SMIC à 1 600 €. Écoutez, moi, depuis 2 semaines que je suis en campagne, tous les chefs d'entreprise que je rencontre en Centre-Alsace me disent que dans l'affichage, effectivement, ça peut être séduisant,
c'est une bombe économique à retardement qui va faire repartir le chômage et qui va mettre en faillite des centaines d'entreprises. Moi, j'ai tiqué sur ce que vient de dire M. Ruhlmann quand M. Ruhlmann dit fonds de péréquation. En fait, derrière ce mot très joli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impôts sur les entreprises vont augmenter. Sur les grandes entreprises, peut-être, mais aussi sur les entreprises de taille intermédiaire. Et ce qu'il faut dire, c'est que on financera ce SMIC à 1 600 € net. Comment? En augmentant les impôts. Schmitt, Socomec, Wurth, les plus grands employeurs de la circonscription. Donc il faut être clair et il faut faire très attention à ce qu'on dit. Le SMIC à 1 600 € net, c'est très séduisant en apparence, ça fera exploser le chômage et des faillites. Cela dit, Charles Zitzenstuhl, vous évoquez, et M. Ruhlmann aussi, les patrons. Les patrons, vous les évoquez beaucoup dans cette circonscription. Selon un dernier sondage, 41% des patrons se disent prêts à voter pour le Rassemblement national. Est-ce qu'après 7 années de macronisme, on ne se dit pas on a raté quelque chose? Écoutez, les patrons sont des Français comme les autres, donc il y a les résultats que fait le RN. Voilà, moi j'entends aussi beaucoup de patrons au sein de la circonscription qui sont satisfaits de la politique économique qui est menée depuis 7 ans. Et puis, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous sommes au plein emploi en Centre-Alsace. Il y a des résultats concrets sur le terrain du chômage qui a baissé. Thomas Estève, le RN entend ces patrons. Que prévoit Jordan Bardella pour eux? Alors, je crois qu'on ne doit pas rencontrer les mêmes chefs d'entreprise parce que tous ceux qu'on peut rencontrer, en tout cas, nous font part, en tout cas, des problèmes de fin de mois, les problèmes pour embaucher, notamment. Et je connais un très bon imprimeur du secteur qui a du mal à embaucher, justement, parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que le RN veut faire pour qu'il puisse embaucher nous, on veut faire un état... généraux sur les simplifications administratives. On veut exonérer également sur les charges sociales patronales 10% sur une augmentation de 10% de 3 à 5 ans. Et lors de nos échanges avec le MEDEF, en tout cas au niveau national, Éric Ciotti et Jordan Bardella ont eu un très bon accueil et les propositions ont été claires. Justement, Thomas Estève, je reviens sur le programme économique du Rassemblement national. Donc vous l'avez dit, baisser les impôts de production, réduire les cotisations sociales pour augmenter les salaires, simplifier les normes. Est-ce que ce n'est pas un peu le programme d'Emmanuel Macron? Est-ce que ce n'est pas un copier-coller? Alors, je pense que nous, on est plus original à la copie. Je pense que sur de nombreux sujets, et si je peux me permettre, aujourd'hui, il y a un gros problème sur le pouvoir d'achat. Et ça sera un effet domino où chaque mesure va rapporter quelque chose à quelqu'un. Et au fur et à mesure, on arrivera à mettre en place des mesures économiques directes. Si Jordan Bardella est Premier ministre au mois de juillet, nos mesures sur le pouvoir d'achat seront mises en application dès le mois de juillet. Notre programme a été très clair et le calendrier également. Il a été donné en conférence de presse par Jordan il y a quelques jours. Vous parlez du pouvoir d'achat, de quelles mesures exactement? C'est la TVA sur les produits énergétiques à 5,5% à la place de 20%. Dans le projet de loi des finances pour 2025, les 100 produits de première nécessité. Et nous avons d'autres mesures, bien sûr, qui seront intégrées à l'intérieur. Marc Ruhlmann, vous voulez réagir? Ce que vous annoncez sera encore juste demain, parce qu'en fait, on a l'impression que chaque jour, ce sont des reculades dans vos propositions, parce qu'en fait... c'est vrai que c'est pas très clair. Comme sur la retraite. Nous, on a toujours eu une ligne très claire. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin 62, 64, de mesures ou en tout cas d'aide du Front populaire qui soutient le terrorisme ou qui investit des fichiers. Alors on parlait d'économie. Restons sur l'économie. Les retraites, c'est 60, 62 ou 64. Venant de la majorité présidentielle avec plus de presque 1000 milliards depuis le début du mandat et 3100 milliards de dettes. Alors Charles Zitzenstuhl vous répond, puisque vous êtes attaqué directement sur les dettes de la majorité présidentielle. Si le candidat d'extrême droite nous explique qu'il ne fallait pas faire de chômage partiel pendant la crise Covid, qu'il ne fallait pas soutenir les entreprises qui allaient tous faire faillite parce qu'il y a eu des confinements, qu'il ne fallait pas aider les Français les plus modestes qui ont touché notamment des chèques sur l'énergie, qu'il ne fallait pas aider les Français tout court quand on a fait les boucliers sur l'électricité, je suis désolé pour lui. Voilà. Il y a eu une crise Covid qui a fait que effectivement le pays a dû s'endetter pour soutenir l'économie et qu'il n'y ait pas une faillite généralisée. Et ensuite, depuis maintenant 2023, nous rétablissons progressivement les finances publiques. Léo Couteau, votre sentiment sur le plan économique? Sur le plan économique, évidemment. Il y a plusieurs... En fait, je pense qu'en dehors de tout ça, il y a un sentiment de la part de beaucoup de Français, et notamment des personnes dans cette circonscription, très simple, c'est que le travail ne paye pas assez. Donc moi, je suis dans une logique claire. Il y a 2 points. Le premier,
c'est qu'il faut réformer notre système social, notamment les allocations chômage. Il faut que les allocations chômage soient plus courtes, mais je ne souhaite pas... C'était pareil en cours. Hein. Ah, oui, mais il y a une différence, c'est que le gouvernement, par Gabriel Attal, a proposé effectivement de raccourcir, mais aussi de réduire le montant de ces allocations. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut aider les personnes à s'intégrer au monde du travail, mais sans forcément les appauvrir. Donc ça, c'est un premier point. Donc il faut changer le système social. Ensuite, le deuxième point, il faut que le travail paye. Comment ? Donc on va baisser les charges salariales. Premier point, baisser les impôts de production, certains le défendent, tant mieux. Il faut aussi, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une défiscalisation totale sur les heures supplémentaires. Aujourd'hui, on a un plafond qui est limité à 7 500 €. Le message, en fait, il est très simple. C'est qu'il faut que notre système d'aide donne moins à ceux qui profitent du système et qui s'investissent pas. Et il faut que ceux qui se démènent, ceux qui sont sur le terrain et qui bossent, eh bien, ils gagnent leur vie dignement. Cette vision, Marc Ruhlmann. Et qu'est-ce que vous proposez pour le tiers des chômeurs qui aujourd'hui est des chômeurs de longue durée et qui sont en fin de parcours professionnel, qui ont plus de 50 ans, 55 ans, et à qui on leur annonce qu'ils doivent encore travailler pendant 10 ans? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a effectivement la question des retraites. Moi, vous savez, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été dans une situation délicate et qui a dû quitter son emploi beaucoup plus tôt, oui. Avant effectivement la retraite. C'était compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'il faut des accompagnements là-dessus. Donc il faut des accompagnements. Ça, c'est un sujet qui est spécifique. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont... bien plus jeunes. Oui, mais on parle de celle-ci en particulier. On va entendre aussi Sarah Weissensmer, sinon vous allez manger tout votre temps de parole. Ce serait assez dommage. Vous vous sentez, économiquement, en tout cas sur votre programme économique à Unserland, plus proche de qui finalement? Alors moi, je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on sorte finalement de ce chaos là entre les partis. Voilà, on est effectivement un des pays d'Europe les plus taxés et malgré tout, nos services publics s'effondrent et notre dette se creuse de façon abyssale. Ce que vivent un peu tous les pays d'Occident actuellement, on constate quand même que dans les pays fédéraux et les pays moins centralisés, on s'en sort quand même mieux. Donc nous, ce qu'on propose, excusez-moi, c'est qu'on arrête d'envoyer tout l'argent de nos impôts à Paris. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Tout l'argent est pris aux communes et pris aux collectivités locales. Tout est envoyé directement à Paris et c'est Paris qui redistribue finalement des miettes au travers de certaines subventions. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'une partie des impôts soit directement versée en Alsace et redistribuée aux Alsaciens qui en ont besoin. Et comment expliquez-vous que finalement les capitaux étrangers continuent à investir, et notamment en Alsace ? Puisque à vous entendre, on a l'impression que vous nous expliquez que les opérateurs économiques sont taxés, etc. En fait, non. Les capitaux étrangers continuent à s'investir en Alsace. Je veux dire, les plus grands fleurons de notre industrie, vous en avez cité quelques-uns, certains sont des capitaux étrangers. Oui. Et pourquoi ils viennent alors en France? Ils se sont installés, s'ils sont les plus taxés. Vous savez pourquoi ils se sont installés? Vous voulez que je vous dise? Je serais ravi de l'apprendre. Je connais bien Liber et je peux vous dire qu'ils se sont installés en pensant que les Alsaciens étaient bilingues. Et comme ils n'embauchent que des gens qui parlent allemand, ils se sont installés en pensant embaucher des employés bilingues. Je pense quand même que Liber a eu l'occasion quand même de faire une petite étude sur le site sur lequel il voulait. Et on va revenir sur les spécificités alsaciennes d'ici quelques minutes. Voilà, on va maintenant passer à la suite. On va parler. Vous avez parlé des services publics. On va passer à l'offre de santé dans la circonscription. Il y a 2 ans, nous avions déjà abordé cette question lors des législatives 2022, les difficultés pour se faire soigner, les urgences qui ferment faute de personnel durant certaines périodes. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va mieux aujourd'hui, Thomas Estève ? On a bien vu que ça n'allait pas mieux, notamment la collectivité européenne d'Alsace a voté dernièrement 3 millions d'euros, je crois, sur les déserts médicaux et les zones en tension. Aujourd'hui, 90 000 Alsaciens, en tout cas pour le Bas-Rhin, se trouvent en zone de tension. Donc il y a un problème sur la santé, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Et il faut justement donner plus de moyens à la santé, en enlevant, exemple, le poids administratif qu'il y a dans les services hospitaliers pour les diriger vers le service opérationnel sur un plafond de 10%. Ça a été un objectif de Jordan Bardella qu'on mettra en œuvre également une fois arrivé au gouvernement, supprimer les agences régionales de santé, parce qu'il faut que la santé soit faite au niveau local et au niveau départemental.
L'une des mesures de Jordan Bardella, en tout cas annoncée sur la santé, c'est notamment de rappeler des médecins à la retraite. Est-ce que ça s'est pas déjà fait? Est-ce que c'est réellement suffisant? En exonérant l'impôt sur le revenu pour les médecins et les infirmiers qui reviennent en activité, parce que dans certains secteurs, dans la ruralité, il y a des médecins qui partent à la retraite et aujourd'hui, ils ne sont pas remplacés. Donc, par moment, on a besoin de médecins et les personnes qui reviennent en activité, il faut les aider. Et l'autre mesure phare, c'est la suppression de l'aide médicale d'État, hein. Jordan Bardella en parle beaucoup. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour le quotidien des Alsaciens, notamment de cette 5e circonscription du Bas-Rhin? Ça touche l'ensemble de la France, l'ensemble de l'Alsace, où on va gagner économiquement de l'argent, et à la place de l'AME, on va faire une aide d'urgence vitale, donc on aidera quand même, mais pas pour le même dispositif que l'AME. Charles Itzenstuhl, sur la suppression de l'AME. Moi, j'avais dit que j'étais favorable à une réforme de l'aide médicale d'État. Je l'avais dit l'année dernière. Et c'est d'ailleurs ce qui a été annoncé par le ministère de la Santé ensuite à la fin de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire réforme. Il y a quelques réformes, c'est-à-dire qu'il y a quelques paramètres où il faut un peu resserrer les boulons. Voilà, pour le dire simplement. Après, une suppression pure et simple, alors on peut se faire plaisir à le dire, sauf que ça comporte des risques sanitaires qui sont importants et qui vont concerner l'ensemble des Français, parce que si tout le monde peut comprendre de façon très simple que s'il y a des gens qui ne sont pas soignés et qui ont des maladies graves ou des maladies virales, à un moment, ces maladies peuvent être diffusées. Donc moi, j'étais favorable à une réforme de l'aide médicale d'État, parce qu'il faut savoir de temps en temps revoir une politique publique et un peu resserrer les boulons, c'est ma position. Marc Holman, vous craignez justement que cette décision-là puisse créer la propagation de maladies en France? Enfin, j'ai quand même du mal à croire que la question de l'accès à la santé se résout uniquement à cette question-là. Et surtout sur la circonscription. Sur la circonscription. Franchement, je trouve ça un petit peu léger. Ce qui est important pour nous, c'est d'assurer la proximité des services de santé pour l'ensemble de nos concitoyens, sans qu'on ait forcément besoin de faire de différence entre l'origine sociale et autres. Pour nous, ce qui est important, encore une fois, c'est la proximité. Proximité avec les centres hospitaliers, mais proximité aussi avec ce que j'appellerais la médecine du quotidien, c'est-à-dire les généralistes. Alors c'est vrai que... Mais comment on fait venir des médecins sur des territoires éloignés? Mais c'est pareil pour certains quartiers de métropole, alors je dois dire dans les déserts médicaux. Il y a des initiatives qui ont été prises, y compris dans notre circonscription. Il y a par exemple des maisons de santé qui ont été construites ou qui sont en projet et qui permettent d'avoir une mutualisation des services, qui permettent d'avoir une accessibilité plus facile et qui permettent justement d'apporter cette aide, cette proximité justement. Léo Couteau, vous êtes de cette Ce sont des choses qu'il faut, je pense, encourager. Vous êtes de cette circonscription, vous, Léo Couteau. Est-ce que les habitants vous parlent de leurs problèmes pour accéder à un médecin, tout simplement? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas assez compliqué, mais on a aujourd'hui beaucoup de difficultés pour avoir un médecin généraliste, un médecin spécialiste ou autre. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre même plus d'un an. Donc il y a un réel problème. Il faut savoir qu'il y a plus de 8 millions de Français qui sont dans un désert déserts médicaux, dont bien évidemment aussi dans cette circonscription. Moi, je suis un peu favorable à ce que dit M. Ullmann sur la santé de proximité. C'est aussi ce que je souhaite défendre et développer des compétences à l'échelle régionale pour que les régions, en fonction de leurs capacités et de leurs besoins, puissent à la fois former du personnel de santé et aussi coordonner tout ça. Oui, Marc Holman, puis ensuite... Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que notamment la politique de santé, c'est des politiques qui s'inscrivent dans le long cours. Ça ne se change pas comme ça. Ça ne suit pas forcément les alternances politiques. Après, il y a quand même des mesures que nos concitoyens ont du mal à comprendre. C'est par exemple le cas, notamment à l'hôpital de Célestat, mais ça peut être le cas ailleurs, où on a des établissements qui ont été rénovés à grands frais, qui offrent a priori des capacités d'accueil importantes. Et en fait, quand vous allez aux urgences, vous voyez que les gens sont dans les couloirs et en fait n'ont pas un endroit qui soit, digne de ce qu'on peut attendre d'un hôpital. Thomas Estève, justement, ce problème des urgences, on a beaucoup entendu parler des problèmes des urgences de Célestat notamment. Comment vous réglez ce problème des urgences qui sont aujourd'hui récurrents? On en entend toujours parler de ces gens qui attendent des heures aux urgences à l'hôpital.
Alors, il y en a beaucoup qui attendent des heures. On a un gros problème dans tous les hôpitaux de France, où aujourd'hui, on n'a pas assez de personnel. Et justement, il faut revaloriser le personnel soignant, déjà au niveau financier. Le personnel soignant, aujourd'hui, touche des salaires, on ne va pas se le cacher, misérables pour ceux qui font. Aujourd'hui, ils aident l'ensemble des Français, ils sont mobilisés chaque jour, ils ne comptent pas leurs heures et souvent, leurs heures supplémentaires ne sont pas payées, ils doivent prendre en récupération et ça met, on va dire, du temps à être considéré auprès de l'administration, etc. Et justement, la proposition que Jordan avait fait et que j'ai rappelé tout à l'heure sur le personnel administratif de ce plafond de 10%, le mettre vers l'opérationnel, justement, ça peut aider également à recréer une petite dynamique à l'intérieur. Mais ça touche l'ensemble de l'hôpital. Charles Lichtenstuhl, Oui, peut-être deux choses à ajouter sur le sujet de la santé rapidement. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés dans les services d'urgence à certains moments. Il ne faut pas non plus faire croire que c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24. On sait qu'il y a des moments particuliers, effectivement, où il y a des tensions dans les services d'urgence, notamment à l'hôpital de Célestat. La deuxième chose, c'est que le grand problème auquel fait face le système de santé, c'est qu'il y a eu en gros un trou dans le recrutement de médecins dû au fait que les gouvernements précédents, il y a une quinzaine d'années, n'ont pas augmenté le numerus clausus. Le nombre de médecins, et là c'est une très bonne nouvelle qui n'est pas assez su, le nombre de médecins est à nouveau en hausse dans notre pays. Et en hausse importante d'année en année. Donc nous aurons les effets dans quelques années du fait que nous avons supprimé le numerus clausus. Un médecin, ça met beaucoup de temps à être formé. Et donc ce problème va se régler progressivement. Non, il ne se réglera pas. Il ne se réglera pas, malheureusement. Si le nombre de médecins va être en hausse. Enfin, s'ils vont tous au même endroit dans les grandes villes. Et quand bien même, vous avez fait sauter le numerus clausus peut-être, mais il fallait aussi augmenter la capacité d'accueil des universités. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas... Le nombre de médecins est en hausse. Je tiens à dire ce chiffre. Ça a été en baisse au cours des dernières années. Nous sommes nouveau dans une dynamique de croissance du nombre de médecins de notre pays. Ça mettra encore du temps à colmater les brèches un peu partout, mais le nombre de médecins est en hausse. Il fallait déjà aussi peut-être se poser la question pourquoi tellement de gens quittent le milieu médical. C'est un milieu médical qui est de plus en plus privatisé. Quand on prend le cas des EHPAD, par exemple, et des différents scandales qu'on a entendus les dernières années, enfin, à quel moment on a laissé des privés s'occuper de la santé des personnes âgées, qui plus est payent des sommes astronomiques pour des services complètement médiocres. Vous y connaissez dans le secteur médical, Sarah Weiss-Messmer ? Oui, un petit peu. Rappelez votre profession, peut-être. Non, je suis commerciale. Vous êtes commerciale, mais vous avez des proches qui travaillent dans ce secteur ? Oui. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à J'ai Unserland ? des proches médecins, j'ai des proches... Voilà. Et qu'est-ce que vous faites, du coup, vous, à Unserland, si vous êtes élu député ? Est-ce que vous aurez vraiment une majorité qui est suffisamment d'élus pour peser, finalement, sur cette politique de la santé ? Oui, tout à fait, puisqu'on rejoindra le groupe Lyotte, le groupe des Libertés et Territoires, qui servira, je pense, au vu du chaos qui se prépare entre les trois blocs qui vont s'affronter et qui ne trouveront aucune solution parce qu'on n'est pas dans un pays qui est capable de cohabiter, de faire cohabiter plusieurs forces politiques. Donc nous, on sera le groupe pivot qui permettra en fait d'aider dans un cas ou dans l'autre. Thomas Estève, vous vouliez réagir là-dessus sur les forces politiques qui enfoncent la France dans le chaos. Est-ce que vous êtes dans le lot, visiblement ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, seul le Rassemblement national peut aider les Français et on crée une dynamique. Sur l'ensemble du territoire, on a vu que même dans les régions les plus socialistes, on arrive à récupérer des villes, des circonscriptions ou même des conseillers départementaux. Aujourd'hui, les Français nous font confiance et on en est très contents, très fiers. On travaille chaque jour pour eux. En tout cas, je suis très content d'entendre que Unserland va rejoindre le groupe Lyotte. J'espère en tout cas que vous allez défendre avec le groupe Lyotte l'Alsace parce que sur les dernières on va dire européennes, vous étiez avec un groupe de gauche. Puis, on fait partie de la fédération Région et Peuple Solidaire. Tout à fait. Et c'était un accord avec la fédération Région et Peuple Solidaire. Mais nous sommes autonomes. La gauche et donc on pourra se positionner n'est pas forcément comme on voudra. pour la sortie. Que vous ne pouvez pas. Comment ?
Nous, on pourra se positionner. Moi, je serai une députée autonome et je pourrais prendre le positionnement que je veux, ce qui n'est pas je votre pense cas. que même Marine Le Pen s'est positionnée sur la sortie de... On va parler de la sortie de l'Alsace éventuelle, c'est pas fait, du Grand Est. C'est justement notre thème suivant. Voilà, vous êtes toujours sur France 3 Alsace et sur les ondes de France Bleu Alsace pour cette grande soirée de débat. On va aborder cette question qui anime cette circonscription depuis 10 ans maintenant, l'Alsace et le Grand Est. On va démarrer avec vous, Sarah Weiss-Mosmer. Trouvez-vous que l'Alsace a perdu c'était la crainte, elle a perdu de sa splendeur, de son identité depuis qu'elle a été fusionnée dans le Grand Est? Bien sûr, nous avons tout à y perdre, à rester dans cette Est-ce que grande vous avez région déjà perdu? qui ne fait aucun sens, qui est totalement absurde, qui coûte une fortune à tout le monde. Et c'est pas en mettant 3 pauvres ensemble qu'on fera un riche. Donc oui, évidemment, nous sommes Ils vont totalement, apprécier les autres. Vous visez quoi? Les Lorrains, je vise tout le monde. La Champagne-Ardenne, je vise les 3 régions. Je vise les 3 régions. Paris ne fait Mais qu'appauvrir les régions. Peut-être. Et bien sûr, seul, on récupère déjà tout l'argent qui est investi inutilement dans la communication et dans ces choses totalement futiles. Donc oui, bien sûr, moi je me positionnerai toujours en faveur de la sortie de l'Alsace du Grand Est. Et je crains que je sois la seule qui ait la capacité de le faire. Alors, Charles Sissenstuhl, vous êtes justement un député de la majorité sortante. Que n'avez-vous fait pendant ces années? Est-ce que vous avez réussi finalement à convaincre Emmanuel Macron in extremis lors de cette dernière conférence de presse? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, moi je constate que le président de la République, il y a quelques semaines, effectivement, a dit pour la première fois très clairement depuis 7 ans qu'il fallait mettre le sujet des grandes régions sur la table. Vous avez été étonné de ce revirement? Je le prends au mot. Sur ce sujet, moi j'ai une position constante depuis toujours. Je suis pour l'Alsace, je suis pour le retour à une région Alsace et donc la sortie du Grand Est. Je suis pour la collectivité unique d'Alsace. Je suis membre de la majorité à la collectivité européenne d'Alsace et soutenu par Frédéric Bierry. Je me suis engagé devant les Alsaciens sur ce sujet et je continuerai à m'engager pour le retour à une région Alsace. C'est très clair. Thomas Estève, le RN... On s'est toujours positionné pour l'Alsace et sortir l'Alsace du Grand Est. Pas en Marine Le 2013, Pen. Pas en 2013. Vous étiez avec le référendum en 2013. On ne parlait pas encore des grandes régions et j'en suis désolé. Là-dessus, on a toujours été très clair. Vous avez fait une erreur à cette époque, enfin le Rassemblement national? Je ne parle pas d'erreur, on ne parlait pas des grandes régions à cette époque-là et nous avons, dès qu'on a su pour les grandes régions, été clairs sur le sujet. Nous voulons sortir l'Alsace du Grand Est. Marine a pris un engagement quand elle est venue. Jordan Bardella l'a rappelé. Laurent Jacobelli a fait la campagne en 2021 là-dessus. Nous voulons sortir l'Alsace du Grand Est. Il a encore rappelé, c'est le président du groupe RN et apparenté à la région Grand Est, il a encore rappelé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes clairs là-dessus. Nous voulons sortir l'Alsace du Grand Est et nous le ferons. Étonnamment, lundi dernier, vous avez refusé l'autonomie à la Corse. Et des propositions de loi ont déjà été déposées. Marc Holman, la gauche, elle est sensible à cette histoire de sortie du Grand Est ou vous dites finalement c'est pas forcément la priorité absolue? J'allais dire, est-ce que c'est réellement la préoccupation majeure de nos concitoyennes et concitoyens? C'est ça en fait la question. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Ils attendent que leur collectivité fournisse un service public de qualité et qu'il soit efficace. Après, j'allais dire que ce soit la région ou la CEA, je veux dire, finalement, ça importe peu. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Et je crois que dans le paysage institutionnel actuel, on a trouvé un certain équilibre. Avec la CEA, l'Alsace est reconnue. Je dirais, elle a la capacité d'agir sur un certain nombre de dossiers, que ce soit toutes les compétences du département. Et en plus, elles ont été élargies avec d'autres compétences. Et donc, je crois que la CEA a largement de quoi faire. Ensuite, la grande région, pour reprendre ce vocable, et j'utilise à juste titre, je pense que c'est l'échelle qui est la plus pertinente pour toutes les questions qui concernent les déplacements, qui concernent les schémas d'aménagement en termes d'enseignement supérieur, de formation, et je crois que c'est un peu vain d'opposer les deux, parce que finalement, on a l'impression que depuis 4-5 ans, tout le débat public, en fait, est pris sous cette espèce... Et vous le regrettez. À travers ce prisme. Et en fait, on arrive même à prendre en otage certaines collectivités qui doivent, en fait, se positionner... Alors, Léo Couteau, on ne sait pas, vous êtes plus sorti de l'Alsace du Grand Est ou pas? Alors moi, je suis pour une réforme à l'échelle nationale. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire dans notre coin, on veut sortir de ça. Ou... En fait, si on veut être
sincère déjà avec les gens. Il faut dire que si on veut redonner... Dans votre famille politique, c'est pas très clair en Alsace. Certains sont vent debout contre la grande région, d'autres sont dans la majorité régionale. Qui défendent ça. Et aujourd'hui, moi, je suis candidat, pas simplement aussi pour un parti, mais pour des idées que je porte. Moi, donc c'est vous, à titre personnel? Moi, à titre personnel, je suis pour une réforme à l'échelle nationale, comme ça a été proposé en 2012 par la droite à l'époque, dans une logique très simple. Fusionner les pouvoirs des régions et des départements en une seule collectivité, une collectivité à taille humaine qui respecte les réalités culturelles locales, comme l'Alsace. Et ça a aussi un autre avantage, c'est qu'on supprime des strates administratives et qu'on redonne de la visibilité pour les gens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce que fait le département, qu'est-ce que fait la région, ils ne savent pas trop. Donc, à la fois, on crée de la proximité, on renaît avec des réalités culturelles, et c'est aussi économiquement intéressant. Oui. Ouais. Merci Léo Couteau. Juste un dernier mot, il nous reste quelques secondes avant de passer à vos 40 secondes auxquelles vous aurez droit chacun. Peut-être un mot pour éclairer vos électeurs sur le second tour. Si au second tour, il y avait par exemple le candidat du Nouveau Front Populaire, Marc Ruhlmann, et le candidat du Rassemblement National, Charles Itzenstuhl, est-ce que vous appelleriez à voter pour l'un des deux? Écoutez, ça c'est la question à laquelle on ne répond pas au premier tour. Moi je suis en campagne, je suis député sortant, je suis en campagne pour être réélu, je ferai le maximum pour être au second tour. Nous verrons dimanche soir. Il est maintenant l'heure de clore ce débat. C'est vous, les candidats, qui allez d'ailleurs finir cette soirée. Vous avez 40 secondes chacune, et pas une de plus, s'il vous plaît, pour parler directement à vos électeurs. Alors, je précise que l'ordre de passage a été tiré au sort tout à l'heure, et on démarre donc par Thomas Estève pour le Rassemblement national. Merci. J'appelle l'ensemble des électeurs alsaciens à nous rejoindre justement pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, avoir Jordan Bardella comme Premier ministre, avoir plus de pouvoir d'achat. J'appelle tous les électeurs à se mobiliser le 30 juin et le 7 juillet prochain, justement, pour avoir cette majorité et changer les choses et bien sûr sortir l'Alsace du Grand Est, car nous sommes les seuls aujourd'hui, la seule force qui peut sauver les Français et sauver les Alsaciens. Merci beaucoup Thomas Estève. On passe à vous Léo Couteau. Chers électeurs, j'aimerais vous parler avec sincérité. Je m'engage avec conviction. Je ne suis pas là pour un poste, je suis là pour me battre pour des idées. Je me bats pour ce territoire et je veux me battre pour vos intérêts. C'est le seul sens de mon combat aujourd'hui. J'étais présent sur le terrain, sur le territoire, que ce soit dans les petites, moyennes et grandes communes. Et je crois que c'est l'enracinement qui peut faire aussi des élus utiles pour le territoire. Aujourd'hui, je crois que les 3 blocs qui sont représentés ne pourront pas répondre aux enjeux de l'avenir. Je suis prêt à représenter une alternative crédible, enracinée, concrète face à cela. Le 30 juin, faites le choix de la droite républicaine. Merci Léo Couteau. Et c'est à vous, Charles Itzenstuhl. Mes chers concitoyens, vous me connaissez, je suis votre député depuis 2 ans. Vous m'avez fait confiance il y a 2 ans. Je suis un enfant du pays, un homme du cru. J'ai 35 ans, je suis né à Sélestat. J'ai toujours habité à Sélestat. Ma suppléante, Monique Young, est de Schäfersheim. Nous sommes une équipe 100% Centre-Alsace. J'ai travaillé pour vous pendant 2 ans. Je vous ai représenté à l'Assemblée. Je suis un élu de terrain. Vous aurez bien sûr des considérations nationales dans le choix dans quelques jours. Je suis un homme de droite. C'est aussi le choix d'un homme. Le choix d'un homme est important pour la représentation à l'Assemblée nationale. Vous me connaissez, je suis un député de terrain, je ne suis pas un parachuté. Je serai présent pour vous comme je l'ai été pendant 2 ans. Merci beaucoup Charles Itzenstuhl. C'est à vous Sarah Weissmosmer. Les députés et autres candidats présents des grandes formations politiques ne sont pas des députés alsaciens à Paris, sont des envoyés de Paris en Alsace. Wir wollen das Beste für Elsass, dann nur das Beste ist gut genug für Elsass. Also, für unsere Zukunft, für unsere Kinder, für unser Land. Merci Sarah Weissmosmer. Vous aviez encore quelques secondes, mais si vous voulez rajouter quelque chose, il vous reste 10 secondes. Pour s'en sortir, il faut en sortir du Grand Est. Merci à vous et on termine donc avec Marc Ruhlmann, c'est à vous. La majorité d'entre vous ne supporte plus Emmanuel Macron. En précipitant le calendrier, il invite à refermer sa parenthèse. 2 modèles de société s'opposent. L'extrême droite, une arnaque totale, au service d'une volonté de détruire la cohésion nationale et d'enrichir les plus riches. Vous n'aurez pas plus d'enseignants, pas plus de services publics, l'hôpital continuera à péricliter et l'économie de se dégrader. Sur la base d'un contrat de législature clair, ma candidature est celle de la justice sociale, d'un meilleur partage des richesses, du renouveau des services publics et de la réponse à l'urgence climatique.
nous sommes prêts à gouverner pour renouer avec le progrès social. Voilà, merci beaucoup à tous les 5 d'avoir joué le jeu des 40 secondes pour convaincre. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Antoine Ballandra de France Bleu Alsace d'avoir été à mes côtés ce soir. 1h30 de débat passionnant. On se retrouve ce dimanche dès 19h53 sur France 3 Alsace pour la grande soirée électorale du premier tour. On compte évidemment sur vous. Excellente soirée et à très vite.